Nous, vous avez les fans les plus fidèles au monde. Nous leur avons demandé sur Twitter s'ils avaient des questions. Je sais que vous les aimez. Quand on pense à Bruce Springsteen, on imagine le boss sur scène, enflammant des arènes à guichets fermés et chantant la vie de la classe ouvrière. Il est aimé par des millions de personnes, admiré depuis des décennies et souvent considéré comme l'un des plus grands artistes de l'histoire du rock. Mais voici le rebondissement. Toutes les relations dans sa carrière n'étaient pas basées sur l'amitié ou le respect. Derrière la musique, Bruce a eu ses propres affrontements, rivalités et moments d'amertume avec d'autres artistes. Et quand le boss n'accrochait pas avec vous, il s'assurait que le monde entier le sache. Rejoignez-nous pour découvrir les 7 musiciens que Bruce Springsteen ne pouvait vraiment pas supporter. Van Morrison, Bruce Springsteen est connu comme l'une des voix les plus originales du rock américain. Il est le boss, célèbre pour avoir écrit des chansons sur l'amour, la lutte et le rêve de la classe ouvrière. Mais un artiste légendaire ne croyait pas à l'idée que Springsteen était complètement original. Van Morrison, l'icône irlandaise derrière Brown Eyed Girl et Moondance, a ouvertement accusé Bruce de copier sa musique et même sa présence sur scène. Pendant des années, Van a clairement fait savoir qu'il pensait que Bruce ne l'admirait pas seulement, mais qu'il lui volait. La carrière de Van Morrison a commencé bien avant que Springsteen n'arrive sur la scène musicale. Né à Belfast 1945, Van est grandi entouré de son folk irlandais et de disques de jazz américains. Adolescent, il a rejoint des groupes et a expérimenté avec de la musique d'inspiration celtique. Au milieu des années 1960, il était le leader de Them, un groupe qui a offert au monde des tubes comme Gloria et Here Comes the Night. Peu de temps après, Van s'est lancé solo et a composé l'une des chansons les plus jouées de tous les temps, Brown Eyed Girl. Sa carrière n'a fait que se renforcer avec des albums comme Astral Weeks et Moondance qui mélangeaient folk, R&B, jazz et poésie, quelque chose de complètement nouveau. Les critiques l'ont félicité pour avoir créé une musique pleine d'âme, spirituelle et profondément originale. Lorsque Bruce Springsteen a commencé sa propre carrière au début des années 1960, il était l'un des nombreux jeunes musiciens inspirés par Van. Bruce a admis à plusieurs reprises que la musique de Van l'avait façonné. Il adorait les cuivres, les structures jazzy et la façon dont Van mélangeait différents genres. Il a même cité Morrison comme l'un de ses plus grands héros dans Rolling Stone et a déclaré que l'album Astral Weeks lui avait donné un sens du divin. Springsteen a également qualifié la chanson de Van, Madame George, comme l'une de ses préférées de tous les temps, la décrivant comme une musique transcendantale qui lui a fait croire à la beauté. Il est clair que Bruce considérait Morrison comme une influence directrice, mais Morrison ne voyait pas les choses de cette façon. Dans des interviews, Van a accusé Bruce de vol pur et simple. « Il m'a plagié, même mes mouvements », a-t-il dit un jour. Pendant des années, des amis et des fans ont dit à Morrison qu'il devrait écouter Springsteen, mais il a balayé cela d'un revers de la main. Quand il a finalement vu Bruce vidéo, il s'est senti colère. Van a déclaré que Springsteen avait pris non seulement son son, mais aussi sa façon de bouger sur scène dans les années 1970. Il ne s'est pas retenu non plus, disant « Il m'a définitivement plagié. Il n'y a aucun doute là-dessus. » À un moment donné, Van a même démontré ses anciens mouvements de scène dans une interview pour prouver son point de vue. Il a admis « Je me sens énervé maintenant ». Pour être juste, le Springsteen des débuts partageait des similitudes avec Morrison. Le premier album de Bruce, Greetings from Asbury Park, New Jersey, contenait de longs morceaux verbeux qui faisaient écho au style libre d'Astral Weeks. Il adorait aussi inclure des cuivres et des éléments soul que Morrison avait érigés marque de fabrique. Mais Springsteen a puisé dans de nombreuses influences, pas seulement Van, Bob Dylan étant un autre influence majeure. Et au fur et à mesure que sa carrière se développait, Bruce a forgé un son qui lui était propre. Avec des albums comme Born to Run, il a créé des hymnes épiques remplis de courage et d'énergie d'arène, quelque chose de très différent du style folk jazzy de Morrison. Pourtant, Morrison est resté amer, alors que Bruce n'a jamais parlé que d'admiration. Van l'a dépeint comme un imitateur. Cela a créé une étrange querelle à sens unique. Springsteen n'a jamais riposté ni mal parlé de Van. Fait, il a continué à l'honorer, allant même à ses concerts au début.
L'un des propres bassistes de Morrison, Richard Davis, a fini par travailler avec Bruce sur ses premiers albums, dont Born to Run. Ainsi, à bien des égards, Bruce a bâti sa carrière tout restant proche de l'orbite de Van. Au fil des ans, les deux hommes ont pris des directions très différentes. Van Morrison a continué à explorer des projets d'inspiration spirituelle et jazz, ne recherchant jamais une célébrité commerciale de masse. Bruce Springsteen, d'un autre côté, est devenu une superstar mondiale avec le E Street Band, remportant 20 Grammy, un Oscar et même un Tony pour Springsteen on Broadway. Il a bâti l'un des catalogues les plus respectés de l'histoire du rock, avec des centaines de chansons qui ont touché des millions de fans, mais cela n'a pas effacé les critiques de Van Morrison, qui n'a jamais semblé pardonner ce qu'il considérait comme une copie. Pour Van, Bruce était l'étudiant qui empruntait trop au professeur. Pour Bruce, Van était une idole qui lui a montré comment la musique pouvait être spirituelle et pleine d'âme. Keith Richards. Bruce Springsteen est depuis longtemps l'une des figures les plus aimées du rock. Pour ses fans, il n'est pas seulement un interprète, mais un conteur, quelqu'un qui pouvait remplir des stades pendant 4 heures d'affilée et faire sorte que chaque personne se sente partie de son monde. Mais pour Keith Richards, le guitariste à la langue acérée et à la vie dissolue des Rolling Stones, cette approche n'a pas fait mouche. Richards, connu pour dire ce qu'il pense, peu importe qui cela offense, a un jour qualifié les concerts de Springsteen de « banals » et sa musique de « prétentieuse ». Venant d'un homme que Springsteen admirait profondément, ces mots ont transpercé les éloges habituels et ont rappelé à tout le monde que même les légendes ne sont pas toujours d'accord. Pour comprendre pourquoi cette querelle a du poids, il faut savoir à quel point Bruce admirait les Rolling Stones. Adolescent dans le New Jersey, Bruce vénérait les groupes de l'invasion britannique, les Stones, les Beatles, les Animals. Leur énergie brute l'a convaincu de consacrer sa vie au rock and roll. Il a même admis qu'il avait un rêve récurrent quand il était enfant, celui d'être tiré de la foule pour rejoindre les Stones sur scène. Pour un garçon qui est devenu plus tard le boss, les Rolling Stones représentaient tout ce qu'il voulait être. Alors, quand il a finalement rencontré Keith Richards et même joué aux côtés du groupe des années plus tard, c'était comme vivre ce fantasme d'enfance. Mais Keith Richards n'était pas du genre à distribuer des compliments. Dans son autobiographie de 2010, Life, Richards ne s'est pas retenu pour juger d'autres stars. Elton John, Prince et bien d'autres se sont fait tacler. Et Springsteen n'y a pas échappé non plus. Richards a écrit « S'il y avait eu quelque chose de mieux dans les parages, il travaillerait encore dans les bars du New Jersey ». C'était une critique brutale du succès de Bruce, suggérant qu'il n'avait percé que parce que la concurrence n'était pas assez forte. Alors que Richards admettait que Bruce était un gars gentil, un gars sympa, il était impitoyable ce qui concerne sa musique, son principal grief concernait les concerts légendaires de Springsteen. Pour les fans, un concert de Springsteen est un marathon de passion, dépassant parfois les 4 heures. Bruce se donne à fond dans sa performance, racontant des histoires, partageant des rires et donnant l'impression à la foule de faire partie d'une famille. Mais pour Richards, c'était beaucoup trop. Dans une interview accordée à Rolling Stone 1988, il a déclaré « Wow, 4 spectacles, c'est vraiment exagéré. Pour moi, un grand numéro de rock and roll dure 20 minutes. » Il a ensuite évoqué le bon vieux temps au Paramount Theatre, où des artistes comme Jackie Wilson, Joe Tex et les Impressions montaient sur scène, donnaient le meilleur d'eux-mêmes dans un court set et laissaient la foule électrisée. Richards pensait que c'était ça le vrai rock and roll, rapide, puissant et direct. Il a rejeté les longs sets modernes comme étant complaisants, ajoutant « Je ne pense pas que qui que ce soit puisse être captivant pendant 4 heures sur scène jouant du rock and roll ». Et puis est venu le coup le plus dur. Lorsqu'on lui a posé des questions sur la musique de Springsteen, Richards a admis qu'il aimait Bruce tant que personne, mais qu'il n'appréciait pas ses chansons. Bruce, c'est difficile parce que j'aime le gars, mais la musique, je ne sais pas. Pour moi, c'est prétentieux. Il ne s'est pas arrêté là, il a expliqué « J'aime son attitude, j'aime ce qu'il veut faire. Je pense juste qu'il s'y est pris de la mauvaise façon, trop artificielle pour moi, trop exagérée. » Pour Richards, le travail de Bruce n'était pas mauvais. Il essayait juste trop fort, allant trop loin et perdant le côté brut que Richards prisait dans le rock and roll.
Ce qui rend cette tension fascinante, c'est que Bruce n'a jamais riposté, il n'a pas lancé d'insultes ni ne s'est défendu dans des interviews. Au lieu de cela, il a continué à parler chaleureusement des Stones et a même joué avec eux. 2012, il a eu l'occasion de rejoindre le groupe sur scène à Newark, interprétant Tumbling Dice avec Mick Jagger. Pour Bruce, c'était un rêve qui se réalisait. Et il a écrit plus tard sur la répétition dans ses mémoires Born to Run, disant que c'était un frisson. Et décrivant les Stones comme le plus grand groupe de garage au monde, même après les pics de Richards, Bruce a affiché son admiration ouvertement, presque comme si les critiques n'avaient pas d'importance. Et c'est peut-être pourquoi cette querelle ne s'est jamais transformée une bagarre générale. Richards était direct, voire dur, mais il n'attaquait pas Bruce tant que personne. Il a admis qu'il l'aimait bien et qu'il appréciait leurs conversations lors de fêtes. Son problème était purement artistique. Pour lui, les spectacles de Springsteen étaient trop longs, ses histoires trop verbeuses, sa musique trop apprêtée, mais pour des millions de fans à travers le monde, ces mêmes qualités étaient ceux qui rendaient Bruce inoubliable. Eric Clapton et Bruce Springsteen sont des géants de l'histoire du rock, mais ils représentent des visions très différentes de ce que la musique devrait être. Clapton, souvent appelé Slowhand, a bâti son héritage sur le blues. Son travail de guitare, émotionnel et maîtrisé, vient du plus profond des traditions qui remontent à des décennies. Il n'a jamais été question de spectacle ou de drame. Pour Clapton, la musique est à son meilleur quand elle est pure, simple et débarrassée du superflu. Bruce Springsteen, d'un autre côté, a fait sa carrière sur l'énergie, la narration et des spectacles massifs qui ressemblent à une réunion de réveil du rock. C'est un extraverti sur scène, quelqu'un qui croit qu'il faut entraîner le public dans son monde avec passion, sueur et politique. Ces deux philosophies les ont mis à l'opposé plus d'une fois, Clapton étant discrètement critique envers ce qu'il considère comme l'approche prétentieuse de Springsteen. Leurs différences sont devenues particulièrement claires au Jazz Fest 2014. L'espace d'une semaine, les deux légendes ont été les têtes d'affiche de la même scène. Clapton, faisant ses débuts au festival, a livré une performance fortement blues. C'était un set basé sur la sensation plutôt que sur le clinquant et avec de longs solos et une ambiance détendue. Il a joué des chansons comme Crossroads et Cocaine. Et bien que certains fans aient souhaité des favoris de la radio comme Tears in Heaven, Clapton semblait heureux d'ignorer les attentes et de simplement jouer. Il avait l'air à l'aise dans son élément, passant de l'électrique à l'acoustique sans se soucier de donner un grand spectacle. Un critique a résumé disant que Clapton se sentait juste assez à l'aise pour jouer et c'était suffisant. Le tour de Springsteen sur la même scène n'aurait pas pu être plus différent. Accompagné par le East Street Band, Bruce s'est lancé dans un set marathon qui a fait danser la foule pendant des heures. Il a mélangé des numéros de gospel, des chansons folk, des reprises de Pete Seeger et bien sûr ses plus grands succès, mais il ne les a pas distribués facilement. Si vous pensiez entendre Dancing in the Dark, Born in the USA et Thunder Road l'un après l'autre, vous vous trompiez. Bruce a fait travailler son public tout au long d'un voyage, le menant à travers différentes ambiances et sonorités avant de livrer les grands hymnes. Il n'a pas seulement interprété de la musique, il a créé un événement. Les fans avaient l'impression d'être emportés avec lui. Clapton a donné un spectacle, Bruce a donné une mission. Et c'est là que Clapton a souvent tracé la ligne. Il a été cité comme voyant le style de Springsteen comme trop lourd, trop politique et trop sérieux. Clapton valorise l'idée de la musique comme un artisanat, pas comme un sermon. Il a préféré rester à l'arrière-plan à certains moments, allant même jusqu'à quitter le super groupe Blind Faith parce qu'il se sentait mal à l'aise sous les feux de la rampe. Imaginez Bruce faire de même, c'est presque impossible. Bruce est toujours le leader, la voix, celui qui est au centre et qui attire tout le monde dans son orbite. Clapton, en revanche, préférerait être l'homme tranquille avec sa guitare, laissant les notes parler sans grand geste. C'est la différence entre un introverti et un extraverti, entre le blues tranquille et le rock d'arène. L'opinion de Clapton selon laquelle Springsteen est prétentieux n'était pas une question de le détester personnellement. Les deux hommes ont partagé des scènes et des projets avec un respect mutuel.
Dans le documentaire Once Were Brothers sur Robbie Robertson et le groupe, ils se sont tous deux assis pour réfléchir sur l'un des groupes les plus influents de l'histoire du rock. Clapton a admis « J'ai senti que c'était énorme. Cela a changé ma vie », tandis que Springsteen a ajouté « Quand ils se sont réunis, quelque chose de miraculeux s'est produit ». Leurs commentaires ont montré qu'ils pouvaient se tenir côte à côte et admirer le même héritage, mais l'admiration pour le groupe n'a pas effacé leurs différences dans la façon dont ils considéraient leur propre musique. La force de Springsteen réside dans le fait de transformer le rock quelque chose de plus grand que le simple divertissement. Ses concerts sont à la fois une célébration, un message social et un lien personnel. Il utilise sa plateforme pour parler de justice, de communauté et d'espoir. Pour ses fans, c'est ce qui le rend intemporel, mais Clapton n'a jamais été intéressé à prêcher à travers sa guitare. Sa philosophie est que le blues est déjà suffisant. Il n'a pas besoin de politique ou de discours superposés. C'est pourquoi il a souvent qualifié les longs spectacles de Bruce d'exagérés. Pourtant, le contraste entre eux a plus à voir avec la personnalité qu'avec la rivalité. Si vous les mettiez à une fête, Clapton serait l'homme assis dans un coin tranquille avec de vieux amis, la guitare reposant à ses côtés. Springsteen serait celui qui sauterait dans la piscine, la guitare à la main, prêt à entraîner tout le monde dans un chant collectif. Aucune des deux approches n'est mauvaise. Les deux hommes se sont taillés une place légendaire dans la musique, mais leurs différences ont fait que Clapton considérait parfois le travail de Bruce comme exagéré, tandis que Bruce continuait à faire avancer sa propre vision sans s'excuser. Paul Simon. Toutes les rivalités dans la musique ne proviennent pas de la colère ou de la rancœur. Certaines rivalités naissent de comparaisons, de la géographie et de la façon dont les critiques opposent les artistes les uns aux autres. C'est exactement ce qui s'est passé avec Paul Simon et Bruce Springsteen. Ces deux hommes, tous deux figures imposantes de l'écriture de chansons américaines, ont souvent été placés côte à côte. Simon, né et élevé à New York, est devenu célèbre tant que moitié de Simon & Garfunkel avant de se lancer solo. Ses chansons comme The Sound of Silence, Bridge over Troubled Water et plus tard Graceland ont fait de lui l'un des plus grands conteurs de la musique. Bruce Springsteen, quant à lui, a porté le drapeau du New Jersey. Il est devenu la voix de l'Amérique de la classe ouvrière avec des hymnes comme Born to Run et Born in the USA qui ont capturé l'esprit de son état d'origine et au-delà. Avec deux états différents et deux styles différents, les gens ont souvent transformé leur art, une sorte de concours de la côte Est. Qui parlait vraiment pour l'Amérique ? Paul Simon lui-même a eu des sentiments mitigés à propos de la musique de Springsteen. D'une part, il a reconnu l'importance de Bruce. Dans une interview de 1984, il a même dit que lorsqu'il avait entendu Springsteen pour la première fois, il l'avait considéré comme Dylan et Van Morrison, suggérant que Bruce portait les échos de ces grands. Ce n'était pour ne pas un petit compliment. Dylan et Morrison sont des géants de l'écriture de chansons poétiques. Donc, pour Simon de placer Springsteen dans cette compagnie, cela montrait qu'il voyait quelque chose de spécial, mais Simon ne s'est pas arrêté là, il a poursuivi admettant que Springsteen avait dépassé ses influences. Il a dit que Bruce avait quelque sorte transformé ses autoroutes du sud du New Jersey, les voitures une forme d'expression américaine archétypale, presque mythique. C'était Simon reconnaissant que Bruce avait pris des détails de la vie quotidienne et les avait transformés quelque chose de puissant, quelque chose qui parlait non seulement au New Jersey, mais à tout le pays. Même avec ses éloges, Simon a également minimisé la profondeur lyrique de Springsteen par rapport à son propre travail. Les critiques présentent trop souvent Simon comme le plus intellectuel, le poète de la vie urbaine. Alors que Springsteen est considéré comme le barde de la classe ouvrière des petites villes et des routes ouvertes. Cela a créé une rivalité de longue date, bien que pas amère. C'est plus une compétition construite par les fans, les critiques et la pression naturelle entre les identités de New York et du New Jersey. Les chansons de Simon sonnent souvent urbaines, sophistiquées et enracinées dans les traditions folkloriques. La musique de Springsteen, en revanche, est brute, sincère et assez grande pour remplir des stades. Pour certains auditeurs, la subtilité de Simon éclipse le côté direct de Bruce. Pour d'autres, la passion de Bruce laisse les mots prudents de Simon se sentir trop polis.
Leurs parcours mettent également en évidence les différences de personnalité. Paul Simon est célèbre pour être discret, prudent et parfois même irritable lors des interviews. Son écriture est tranchante, remplie d'ironie, de métaphores et d'observations tranquilles. Bruce Springsteen, d'un autre côté, s'épanouit sur son scène, parlant directement à ses fans, tissant des histoires de lutte et d'espoir et livrant des spectacles de plusieurs heures remplis de sueur et d'énergie. Cette différence d'approche a ajouté au sentiment de rivalité. Simon tant qu'artisan littéraire, Bruce tant que prédicateur rugissant du rock and roll. Ce qui est intéressant, cependant, c'est que Simon n'a jamais vraiment attaqué Springsteen. Au lieu de cela, il a reconnu sa présence et son influence, tout le gardant parfois à distance. Lorsque Simon a dit que Bruce était comme Dylan et Van Morrison, cela avait à la fois du poids et de la distance. Il disait que Bruce venait d'une tradition, mais laissait également entendre qu'il ne l'avait pas toujours considéré comme totalement unique. Même temps, ses commentaires ultérieurs sur Bruce trouvant une voix américaine mythique montrent qu'il respectait la façon dont Springsteen a transformé son monde art. Springsteen, pour sa part, n'a jamais semblé intéressé par la rivalité. Il a toujours parlé avec respect des autres auteurs-compositeurs et Simon ne fait pas exception. Pour Bruce, la compétition ne consistait pas à faire ses preuves contre les autres, mais à satisfaire ses fans et à dire sa propre vérité. Si les critiques brillantes voulaient l'opposer à Simon, il les laissait faire. Il est resté concentré sur l'écriture de chansons et la performance avec le East Street Band soir après soir. La rivalité vit donc plus dans l'imagination du public que dans les propres actions de l'artiste. New York contre New Jersey, folk sophistiqué contre rock de stade, le poète tranquille contre le prédicateur bruyant, Paul Simon et Bruce Springsteen sont devenus des voix pour l'Amérique à leur manière. Et les comparaisons étaient inévitables. Simon a peut-être remis question la profondeur de Bruce à certains moments, mais il lui a également fait l'un des plus grands éloges imaginables, qualifiant son travail de forme d'expression américaine mythique. Simon a mis Springsteen dans la ligue des conteurs intemporels. Leur affrontement était moins une question de désaffection personnelle et plus une question de deux philosophies très différentes du rock. L'une tranchante et dépouillée, l'autre tentaculaire et sincère. Prince. Dans les années 1980, le rock et la pop sont devenus plus grands que nature. Les stades se sont remplis. Les émissions de télévision ont touché des millions de personnes. Et les performances directes n'étaient plus de simples concerts, mais des expériences à part entière. Deux noms se sont souvent retrouvés au sommet de cette conversation, Bruce Springsteen et Prince. Ce qui rend leur histoire unique, c'est qu'ils ne se sont jamais battus publiquement, ne se sont jamais insultés lors d'interviews et n'ont jamais lancé de pique dans la presse. Au lieu de cela, la leur était une rivalité tranquille qui existait dans l'esprit des fans, des critiques et des initiés de l'industrie qui débattaient de qui régnait vraiment sur la scène. Était-ce Bruce Springsteen, le prédicateur de la classe ouvrière des spectacles de rock marathon, ou Prince, le génie flamboyant du funk sexy et du spectacle époustouflant? Springsteen et Prince n'auraient pas pu être plus différents apparences. Bruce venait de Freehold dans le New Jersey, un enfant d'ouvrier bordage d'usine, et il a emporté ce courage avec lui dans sa musique. Ces spectacles étaient une question d'endurance. Les fans plaisantaient de souvent disant qu'un concert de Springsteen était comme courir un marathon. Il fallait de l'énergie pour le suivre. Il se donnait à fond pendant 3 ou 4 heures, transpirant à grosses gouttes, racontant histoire après histoire et ne laissant rien derrière lui. Derrière lui, le E Street Band agissait comme son armée fidèle, soutenant ses histoires de lutte et d'espoir. C'était du rock de la classe ouvrière à la plus grande échelle et ses fans le considéraient comme l'un des leurs hissés sur la plus grande scène du monde. Prince, d'un autre côté, est sorti de Minneapolis avec une vision complètement différente. Il était funk, soul, rock et pop tout un. Il se pavanait sur scène dentelle, paillettes ou cuir.
la guitare basse se déplaçant avec un mélange de grâce et de sexualité brute. Mes spectacles n'étaient pas des marathons au même sens que ceux de Springsteen. Ils étaient plus courts, mais explosifs, remplis de routines de camp de danse, de costumes scandaleux et de solos de guitare qui faisaient tenter tomber les mâchoires. Les performances de Prince étaient imprégnées de spectacles, dégoulinant de confiance et visant autant à la séduction qu'à la célébration. Là où Bruce s'appuyait sur la sueur et la sincérité, Prince s'appuyait sur le charisme et la flamboyance. La rivalité tranquille venait du fait que tous deux étaient considérés comme les plus grands interprètes live de leur génération, mais pour des raisons complètement différentes. Les fans de Springsteen ont fait valoir que personne ne se donnait plus sur scène. Ces spectacles ressemblaient à une église, comme s'il était un prédicateur guidant sa congrégation à travers la joie et la douleur. Les fans de Prince ont rétorqué que personne n'avait plus de talent brut, plus de présence sur scène ou plus de capacité à rendre l'impossible facile. Prince pouvait passer d'un groove funk à un solo de guitare fulgurant à une ballade tendre sans transpirer. Il avait les mouvements, la voix et le mystère. Dans les coulisses, les initiés murmuraient souvent des comparaisons. Les promoteurs et les critiques se demandaient qui était le roi de la performance live, Prince avec son funk tape à l'œil et sexy, ou Bruce avec sa puissance infinie de la classe ouvrière. Les deux hommes semblaient comprendre cette compétition tacite, bien que ni l'un ni l'autre ne l'ait jamais alimentée avec des mots. Au lieu de cela, ils ont laissé la musique et la scène parler pour eux. Bruce a gardé ses 6 spectacles axés sur l'expérience collective. Il n'essayait pas d'avoir l'air glamour. Il portait du denim, une chemise simple, peut-être une veste cuir, et il ressemblait à un membre de la foule. Prince était l'opposé. Chaque détail de sa tenue, chaque mouvement de sa guitare, chaque pas sur scène était conçu pour vous rappeler qu'il était une star. D'une certaine manière, ils étaient des images miroirs. Bruce, l'humble conteur du peuple. Prince, l'icône intouchable du style et du sexe. Ce qui est frappant, c'est que malgré leurs différences, tous deux ont gagné un immense respect de la part des musiciens de tous les genres. Springsteen a inspiré d'innombrables groupes de rock à considérer les concerts comme des événements spirituels plutôt que de simples spectacles. Prince a fait repenser aux artistes ce qui était possible sur scène, mélangeant la musique, la mode et l'attitude, une seule performance complète. Et alors que Johnny Rotten et Keith Richards ont taclé publiquement Bruce, Prince ne l'a jamais fait. Il n'avait pas besoin. Sa rivalité avec Springsteen était tacite, construite sur le fait que les deux étaient constamment mesurés l'un par rapport à l'autre. Bob Dylan. Pour Bruce Springsteen, Bob Dylan était plus qu'une influence. C'était un héros. Dès le moment où Bruce a entendu la voix de Dylan à la radio, avec son côté brut et sa puissance poétique, il a su que l'écriture de chansons pouvait être plus que des chansons d'amour. Dylan a montré que la musique pouvait avoir du poids, pouvait raconter des histoires sur les gens, la politique et la vie d'une manière à la fois personnelle et universelle. Springsteen a admis à plusieurs reprises que Dylan était son guide, l'appelant même le père de mon pays, terme de musique. Mais comme de nombreuses relations entre un fan et son idole, le lien entre Dylan et Springsteen n'a pas toujours été facile. C'était un mélange d'admiration, de compétition et parfois d'indifférence. Springsteen a souvent parlé de la façon dont Dylan lui avait ouvert des portes. Il a dit un jour que le travail de Dylan lui avait donné la permission d'être lui-même, d'écrire sur son monde dans le New Jersey sans avoir l'impression de devoir copier l'histoire de quelqu'un d'autre. Lorsque Bruce a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame 1999, il a directement rendu hommage à Dylan, disant que l'écoute de la musique de Dylan l'avait libéré pour devenir le genre d'auteur-compositeur qu'il voulait être. Bruce n'a jamais hésité à montrer son respect et à plusieurs reprises, il a même rendu hommage à Dylan interprétant ses chansons directes. Pour Bruce, Dylan était la montagne que tous les auteurs-compositeurs admiraient, mais Dylan, célèbrement gardé et souvent imprévisible, ne rendait pas toujours cette chaleur. Il pouvait être dédaigneux envers Bruce, parfois d'une manière qui piquait. Une histoire qui a suivi les deux hommes était que Dylan se moquait de Springsteen parce qu'il était trop moralisateur sur scène.
Les concerts de Bruce duraient souvent des heures avec de longues histoires et des discours émotionnels entre les chansons. Les fans adoraient ça. Cela rendait les spectacles intimes et vivants. Dylan, cependant, a un jour plaisanté, disant que Bruce devrait raccourcir tout ça, suggérant que tous ces bavardages le faisaient ressembler plus à un prédicateur qu'à un rocker. Pour Dylan, qui appréciait le mystère et la distance, le style confessionnel ouvert de Bruce pouvait sembler un peu trop. Le contraste entre les deux artistes explique beaucoup de choses sur leur relation. Dylan a bâti sa carrière étant insaisissable, difficile à cerner et ne donnant jamais au public exactement ce qu'il attendait. Ses spectacles étaient imprévisibles, ses interviews énigmatiques et sa musique constante évolution. Springsteen, d'un autre côté, s'est rendu disponible, donnant à ses fans son énergie soir après soir et parlant ouvertement de sa vie et de ses convictions. Là où Dylan était le poète caché dans l'ombre, Bruce était le héros de la classe ouvrière se tenant sous les feux de la rampe. Il était logique que Dylan regarde parfois Bruce avec un mélange de fierté et de distance, comme pour dire « Tu as bien fait, mais tu n'es pas moi ». Pourtant, il y avait aussi un respect mutuel, même si Dylan ne le montrait pas toujours avec chaleur. Parfois, il a félicité Springsteen d'avoir porté le flambeau de l'écriture de chansons significatives. Et lorsque les deux ont partagé une scène comme au concert No Nukes 1969 ou lors de spectacles de bienfaisance ultérieurs, la chimie était indéniable. Les fans ont adoré voir le mentor et l'élève ensemble, deux voix de générations différentes unies dans le même combat pour une musique qui comptait. La présence de Dylan a donné à Bruce une légitimité et l'énergie de Bruce a rappelé à Dylan le feu qu'il avait lui-même allumé dans les années 1960. Au fil des ans, leur lien s'est transformé ce que beaucoup ont appelé un lien amical mais compétitif. Bruce n'a cessé de faire l'éloge de Dylan, n'hésitant jamais à dire combien il lui devait. Dylan, quant à lui, semblait se contenter de laisser Bruce prospérer, tout lui lançant de temps en temps une pique ou deux. Cet équilibre entre l'admiration et la critique a maintenu la relation intéressante, ce n'était pas le genre de querelle remplie d'insultes et de colère. Au lieu de cela, c'était plus comme un mentorat avec de la tension, une dynamique d'amour-haine où un côté idolâtrait l'autre, et l'autre côté n'arrivait pas tout à fait à se décider sur la façon de réagir. Fin de compte, Dylan et Springsteen ont montré deux facettes de l'écriture de chansons américaines. Dylan, le poète qui se cachait derrière des couches de mystère, et Springsteen, le conteur ouvert qui mettait tout à nu pour ses fans. Tous deux ont façonné la façon dont les gens comprenaient la musique rock, et tous deux ont porté le poids d'être des voix pour leur génération. Pour Bruce, Dylan serait toujours le maître qu'il essayait d'égaler. Pour Dylan, Bruce était l'élève qui avait bien appris, mais qui avait pris un chemin différent. Leur rivalité n'était pas une question d'amertume, il s'agissait de deux géants tournant autour du même monde avec des pas différents, liés à jamais dans l'histoire de la musique moderne. Laquelle de ces rivalités vous a le plus surpris et pourquoi ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de rester à l'écoute pour d'autres histoires incroyables de l'histoire fascinante d'Hollywood. À la prochaine fois.